Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tiens à m'excuser puisque je n'ai pas encore répondu à vos commentaires sous la précédente vidéo qui a été postée il y a 2 semaines parce que j'ai été, et vous l'entendez peut-être à ma voix, j'ai été bien malade depuis la fin du mois de janvier et début du mois de février, ce qui explique donc à la fois mon absence la semaine passée et également ma non-réponse à vos commentaires sous une vidéo où je vous disais que j'avais besoin de vous, justement, et de vos idées et de vos commentaires. Je m'excuse. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo pour les personnes qui ne l'auraient pas vue puisque je vous parle de l'avenir de la chaîne et je vous ai fait un questionnaire. Et je remercie toutes les personnes qui ont répondu au formulaire et également aux personnes qui ont commenté et qui m'ont laissé quelques idées. Je suis en train de me dire que j'aurais dû me préparer une petite tasse de thé, d'infusion, de tisane, de quelque chose. Parce que cette vidéo va être longue. Vous avez déjà la réponse. Moi, je ne sais pas encore combien de temps va durer cette vidéo. Et vous le voyez dans le titre, on parle de recommandations livresques, saisonnières en plus. Je vous avais fait l'an dernier une vidéo autour de mes recommandations de lecture printanière. J'avais adoré préparer cette vidéo et vous la filmer. Et là, je me suis dit, mois de février, on est vraiment bien installé dans l'hiver, même si le printemps commence à poindre. Dans mon jardin, les personnages ont sorti leur tête et leurs clochettes également. Et j'avoue que février, c'est ma période hivernale préférée puisqu'on arrive sur la fin. Y a-t-il une période plus idéale que l'hiver pour lire, pour faire revivre ce qu'étaient les veillées de nos ancêtres? Alors on n'a pas tous et toutes la chance d'avoir une cheminée contre laquelle se blottir le soir lorsqu'il fait nuit avec un bon livre, mais tout de même l'idée est là de quelque chose où on se renferme, où on est dans le cocon et on peut s'évader par l'imaginaire. Et écoutez, on a beaucoup de choses, j'ai beaucoup de propositions d'évasion à vous faire. Commençons dès à présent avec les classiques. On va partir dans les pays froids, dans le plus grand empire du froid, qui était la Russie des tsars, puisque j'ai quelques auteurs russes à vous proposer. Alors, petit disclaimer, je ne suis pas une spécialiste des auteurs russes. Je n'ai pas lu les grands auteurs russes, pas encore dans ma vie, parce que je suis biaisée par Tchekhov au théâtre et je déteste Tchekhov. Voilà, on m'a trop fait étudier, travailler, vanter Tchekhov alors que j'aime pas du tout. Ce qui fait que j'ai mis très longtemps avant de me tourner vers la littérature russe. J'ai lu un des grands, mais j'ai encore jamais rien lu de Dostoïevski par exemple. Pourtant ça fait partie de mes envies lecture, mais en tout cas il ne sera pas présent dans cette vidéo, donc si vous avez des livres à recommander qui entreraient dans la thématique de recommandations hivernales, eh bien allez-y en commentaire, c'est comme ça qu'on va se construire une très belle bibliothèque de l'hiver ensemble. Mon classique de l'hiver, mon classique russe, c'est Anna Karénine de Tolstoï. Que j'ai aimé ce livre, je vous en avais parlé en 2021, à l'hiver 2021, j'ai lu ce récit, ce roman fleuve sur la vie d'Anna Karénine, mais pas que, pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, qui me découvriraient avec cette vidéo. Bonjour, bienvenue, enchantée. Je suis une très grande amoureuse d'Emma Bovary, de Madame Bovary le roman aussi, mais vraiment du personnage d'Emma Bovary beaucoup. Et lorsque j'étais au lycée, j'avais tenté de lire Anna Karénine parce qu'on m'avait dit c'est la version russe de Madame Bovary quoi, en gros, pour schématiser. Et en fait non, pas vraiment, pas du tout, je ne trouve pas. Je trouve que dans Anna Karénine il y a encore plus que dans Madame Bovary. Oui, il y a l'histoire d'amour entre Anna et Vronsky, oui il y a une histoire adultérine, tout ça, mais c'est tellement plus que ça. Il y a toute l'histoire d'amour entre Lévin et Kitty en parallèle, sur fond de société russe, qui est une société fascinante pour nous Européens aujourd'hui, cette aristocratie russe des tsars, ce pays des tsars. Enfin, il y a quelque chose qui, voilà, moi qui me fascine depuis que j'ai vu Anastasia enfant quoi. Ce livre, ça a été un de mes coups de cœur l'année où je l'ai lu, et pourtant c'est un bon gros bébé. J'ai pas forcément très peur des pavés, mais je fais partie des lecteurs et lectrices qui saute des pages, des passages quoi, au bout d'un moment quand c'est trop long ou quoi, je n'ai pas de scrupules. Et vraiment là j'ai tout dévoré de ce récit et j'ai été vraiment
immergée dans cette lecture et il y avait quelque chose de très très fort entre tous ces personnages. Côté autrice et récit incroyable, je vous présente Cavalière du Tsar de Nadejda Dourova. En 1806, alors âgée de 23 ans, Nadejda Dourova profite du passage dans sa ville d'un régiment pour suivre sa vocation. Elle se coupe les cheveux, se travestit en cosaque et rejoint l'armée du tsar où elle se fait enrôler sans dévoiler son identité. Très vite, la rumeur court qu'une Amazone combat dans les rangs des officiers. À la suite d'un haut fait d'armes, Alexandre Ier, qui a appris son secret, la convoque. Voilà, il faut redécouvrir le destin hors du commun de cette femme qui aurait pu à elle seule être un extraordinaire personnage de roman. C'est fascinant, c'est un journal, des mémoires sur ce personnage qui a été Nadejda Dourova, cette Lady Oscar, cette Mulan, enfin voilà, si vous aimez les femmes chevaleresses, vous adorez ce récit d'une femme qui s'enrôle dans l'armée du tsar, qui décide de contrecarrer le destin auquel son sexe de naissance la condamnée. Après, pour les personnes qui aiment les très belles plumes et les histoires, je pense par contre que vous pourriez vous ennuyer parce que on y va pour le personnage et ce qui s'y passe, ça a un petit côté Dumas, mais quand même c'est pas une plume envolée et c'est pas Anna Karénine non plus, mais tout de même c'est un récit que je ne connaissais absolument pas avant de le découvrir en ressourcerie, ce livre-là. Donc si je peux le remettre en avant pour vous faire découvrir cette héroïne, allez-y. À présent, je vous propose deux formes courtes. Je vous propose d'abord une novella qui est La sorcière Olesya d'Alexandre Kouprine. Écoutez, c'est un Russe qui doit mener une enquête, des recherches au 19e en Ukraine, et dans une forêt reculée, il croise une jeune fille qui habite avec sa mère et les villageoises les appellent sorcières. Ça paraît assez basique, assez classique, mais tout de même c'est un récit qu'on ne connaît pas. La sorcière Olesya, qu'on ne connaît pas du point de vue d'un auteur russe également. Donc, c'est une novella, c'est assez court. Si vous êtes des aficionados des récits autour de la figure de la sorcière, allez-y. Ce livre-là, ce livre truculent-là, qui est Les Travailleurs de l'Enfer d'Ossip Senkovski. Dans ce livre-là, vous avez deux novellas d'Ossip Senkovski. Le premier, c'est Une grande réception chez Satan, qui est d'une drôlerie. Voilà, bref, le deuxième c'est Note d'un esprit du foyer. Celui-là je m'en souviens moins, mais je sais qu'Une grande réception chez Satan, c'est très drôle. On est en enfer et Satan reçoit tous ses ministres et en fait ces ministres, c'est une équipe de bras cassés quoi. C'est un peu à l'image de notre gouvernement, donc ça ne se passe pas très très bien, y compris en enfer. Satan a des problèmes. Et ouais, moi j'aime beaucoup cette tonalité russe là qui est très cassante, très mordante. C'est un auteur russe du début du 19e, donc on a toute cette... Enfin je sais pas comment vous dire, mais si vous aimez... Peut-être... Alors moi j'ai pas lu, je pense, le meilleur de Nicolas Gogol. C'est pas un auteur que je chéris et que j'apprécie particulièrement, mais je trouve que c'est Gogol en mieux. Un livre à lire en hiver, c'est La Nouvelle rêvée de Arthur Schnitzler, qui est la nouvelle novella qui a inspiré Stanley Kubrick pour Eyes Wide Shut. Alors, on est très très loin de Eyes Wide Shut dans ce livre, mais tout de même, on suit Fridolin qui est médecin à Vienne. Et avec sa femme, il parle de possibles adultères, de moments où ils se sont sentis hésiter. Et le personnage de Fridolin, qui est donc médecin, va rencontrer quelqu'un au hasard de cette nuit d'hiver. Je crois même que c'est la nuit du Nouvel An. Ah non, c'est durant le carnaval, donc on est pile dedans. Et c'est un récit hyper sensuel, qui est, on est dans du songe, dans du fantastique, dans de l'onirique. Et alors moi personnellement, s'il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le songe, c'est le fait de ne pas savoir, c'est d'être dans l'illusion. Donc c'est un récit qui est complètement baroque à 100% de ce point de vue là. C'est une nouvelle qui se lit vraiment plutôt bien, et si vous connaissez le film Eyes Wide Shut et que vous ne l'aimez pas comme moi, lisez la nouvelle parce que la nouvelle vaut vraiment la peine. On est loin de ce que Kubrick en a fait. Et si par contre vous aimez le film, je vous recommanderais aussi de lire cette novella parce que en fait on voit tout le matériau de base et comment Kubrick l'a transformé avec le couple, l'ex-couple Cruise-Kidman. La novella la plus belle de toute l'histoire de l'humanité.
qui est Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig. Je vous avais proposé il y a quelques années sur mon autre chaîne une lecture à voix haute de cette nouvelle. Et écoutez, je remercie tous les 4e de France et de Navarre qui, à la place de lire le livre, décident d'aller regarder ma vidéo. Ce qui fait que c'est une de mes vidéos les plus vues de toute ma carrière sur Booktube. Elle fonctionne beaucoup et j'en suis très heureuse parce que j'adore faire des livres audio audibles. Quand vous voulez, on fait quelque chose ensemble. Ma voix est là pour vous. On est avec un écrivain viennois, il rentre chez lui et il y a un manuscrit qui l'attend. Il commence à lire un peu cet énorme courrier et c'est une femme qui lui écrit qu'elle l'a toujours aimé et que s'il reçoit cette histoire-là, qui est son histoire à elle, c'est que de toute façon elle est morte. Donc dès le début on est au courant de la destinée tragique et pourtant au fur et à mesure qu'on retourne, qu'on va dans le passé de cette femme et qu'on suit toute sa trajectoire liée à cet écrivain de près et de loin, on se prend à croire que sa destinée n'est pas aussi fatale et tragique et moi c'est ce que j'ai adoré dans cette nouvelle-là. Je sais pas très bien les nomenclatures. Je sais que Nina a fait un épisode du podcast à la croisée des plumes où elle développe la différence entre nouvelle et novella. Mais allez-y quoi. C'est soit lisez-le, soit vous pouvez aller écouter ma lecture faite à voix haute et j'en serai honorée et ravie. Du côté des auteurs français, je n'en ai pris que 2. Pour rester dans l'univers de la Russie, Les Enchanteurs de Romain Gary. C'est la Damoiselle au pivoine qui m'avait recommandé à la fois Romain Gary, à la fois ce livre-là de Romain Gary. Les Enchanteurs, ça se passe dans la Russie aussi impériale et on a aussi une histoire d'amour incroyable. Alors, je pense que si je le relisais aujourd'hui, ce serait peut-être moins un énorme coup de cœur qu'à l'époque parce que il y a quand même énormément de male gaze dans cette histoire. Cependant, la plume de Gary, le narrateur, Fosco Zaga, est un vieillard hors d'âge, 200 ans peut-être, on a presque quelque chose du réalisme magique dans ce récit. Chargé d'amour, il ne peut pas mourir avant qu'un autre homme aime comme il a aimé et prenne la relève. C'est trop beau. C'est vraiment très très beau, ça parle d'amour avec une intensité comme on en connaît peu ou qu'on ne connaît que en littérature. Un extrait, j'étais debout, la gorge serrée, et au moment même où j'écris ces mots, ma gorge se serre et se brouille ma vue. Oh je sais, je suis d'un autre temps, une survivance, un anachronisme. Mais je suis encore vivant, ce qui est autrement plus difficile que de vivre. Montrez-moi donc autour de vous un seul poème d'amour. Je ne perds pas courage, je suis assez vieux pour être devenu un précurseur, et vous avez bien raison de sourire lorsque je compte ma vie en siècles, car je devrais la compter en millénaires. Chaque année qui s'est écoulée depuis que Teradzina m'a quitté dépasse dans le poids de sa durée tous ces balais éphémères que le temps et les années-lumière dansent avec vos règles à calcul et votre pauvre numéraire. Ma vie s'est écoulée sur un tout autre cadran solaire. Et un autre livre d'une autrice très connue, mais qui n'est pas connue, ce roman-là, c'est L'Homme de neige de George Sand. Là, c'est un roman picaresque. On est dans du cap et d'épée. Ça ressemble à du Dumas, mais à la façon George Sand. Ça se passe en Scandinavie, une nuit de Noël. Ça parle de marionnettes de théâtre, d'ours, de garçon qui ne sait pas qui il est puisqu'il est né orphelin. Il a été recueilli par une troupe de théâtre, mais il tombe amoureux d'une belle jeune fille qui est d'une noble ascendance, mais peut-être que ce garçon qui est orphelin recèle plus de secrets et de mystères. Enfin, écoutez, si vous aimez tous les récits de ce type-là, vous adorerez L'Homme de neige de George Sand. C'est le roman fleuve, je trouve, à lire en hiver. Le feuilleton de votre hiver, ce sera L'Homme de neige de George Sand. Et c'était le tout premier livre du club de lecture Barocco en décembre 2019. Donc c'est pour vous dire, j'ai un attachement tout particulier à ce livre parce que j'ai découvert George Sand avec un autre récit dont je n'avais jamais entendu parler. Imprégné des paysages et coutumes d'un pays lointain plongé dans l'hiver, ce roman publié en 1859 est dédié au fils de l'auteur, Maurice Sand, que sa mère assistait volontiers dans la création de canevas dans les confections des costumes pour le théâtre de marionnettes qu'il avait monté à Nohant. Donc en plus, c'est une déclaration d'amour d'une mère à son fils. C'est très beau. Voilà, si vous aimez George Sand, le théâtre, les romans... fleuve, les romans picaresques, enfin voilà, allez-y, découvrez L'Homme de neige de George Sand. Et pour faire la transition avec la prochaine thématique, qui sera l'imaginaire, je vous propose 2 recueils de contes. Je trouve que l'hiver, c'est le moment idéal pour lire des contes de fées.
En fait, je dis ça, mais non, toutes les saisons sont idéales pour lire un conte de fées. Mais en tout cas, ceci en hiver, c'est parfait. Déjà, le premier, pour rester, hop, dans l'empire des tsars, on a les contes russes d'Alexandre Afanasieff. C'est dur les noms russes. Même quand on a fait russe à LV3, c'est très dur. Ici, chez Rivage Poche, on a un petit échantillon des contes russes de cet auteur qui les a récoltés comme les frères Grimm ont fait en Allemagne. Donc il y a Vassilissa, la figure de Baba Yaga, du sorcier Kochei. Voilà, ce sont des... Si vous aimiez énormément les dessins animés des studios Soyuz sur les contes de mon enfance de Mikhail Baryshnikov, vous serez en terrain connu dans ces contes-là. Et l'autre auteur venu du froid, c'est Hans Christian Andersen avec ses contes. Donc là, j'ai un recueil de contes choisis d'Andersen, mais tous les contes d'Andersen sont faits pour être lus en plein hiver. La petite fille aux allumettes, La Reine des Neiges, peut-être La Petite Sirène, pas forcément, mais quand même, c'est un auteur danois, donc... Il fait pas chaud au Danemark. Et j'en profite pour vous glisser l'autobiographie justement d'Andersen que moi je n'ai toujours pas lu mais qui existe. Passons à présent aux littératures de l'imaginaire. Là, j'ai pas mal de choses à vous proposer dans des styles plus ou moins différents. À nouveau, si vous avez des livres de l'imaginaire que vous imaginez coller parfaitement à la saison ou dans des paysages hivernaux, dites-le moi. Le premier livre auquel on pense, surtout en ce moment puisque son adaptation en bande dessinée vient de sortir, c'est Les fiancés de l'hiver, le premier tome, La passe miroir de Christelle Dabos. Mon cher et tendre m'a offert la BD de La passe miroir que j'ai lu et dévoré. J'ai adoré replonger dans l'univers de Christelle Dabos. Si vous ne connaissez pas Les fiancés de l'hiver, alors je fais partie des personnes qui adorent les 2 premiers tomes et détestent les 2 derniers. Ou en fait c'est même pas que je déteste, c'est que j'ai pas compris. Je me suis sentie très bête en lisant la fin de La passe miroir, mais il n'empêche que les 2 premiers tomes restent un plaisir de lecture inégalé dans ma vie de jeune adulte. C'est-à-dire qu'en lisant La passe miroir et Les disparus du clair de lune, j'ai retrouvé ce que j'aimais lorsque j'étais enfant et dans un univers qui m'embarque. On est dans un monde post-humanité, quelque part, on est presque dans une fantaisie de science-fiction, dans une science-fiction fantaisie, que sais-je, où une jeune fille, Ophélie, a des dons, puisque dans cet univers-là, toutes les personnes ont des dons. Elle peut lire les objets avec ses mains, donc remonter le passé des objets, elle peut traverser les miroirs, et elle vient d'une arche, puisque le monde a éclaté en plusieurs arches qui flottent indépendamment, et elle est mariée de force à un homme qui vient du pôle, et le pôle, c'est la cour de Versailles, en peut-être encore plus horrible, et avec tout ce qu'il y a de pire dans l'humanité, dans les mondes de cour. Et c'est formidable. Voilà, c'est un monde, le pôle, il y fait tout le temps froid. On a quelque chose à nouveau de baroque, je trouve, dans La passe miroir, puisqu'on vit dans un monde qui est fait d'illusions, où on nous fait croire, et on fait croire qu'il fait beau alors qu'il fait très froid. Il y a des jeux sur les apparences, sur le masque. Ça vaut le coup, selon moi, de découvrir tout de même la saga de Christelle Dabos. En jeunesse, je vous présente un roman qui a été un de mes plus gros coups de cœur de toute la littérature jeunesse que j'ai pu lire sur la chaîne. On est dans du young adulte avec Le dernier brûleur d'étoiles de Sophie Volpigel. Je crois malheureusement que ce roman n'est plus du tout édité et trouvable, mais si vous pouvez mettre la main dessus d'occasion, allez-y. C'est un des plus beaux romans que j'ai lu en young adulte. On suit l'histoire d'un jeune orphelin qui s'appelle Gwenvael. C'est breton très certainement. Et ce garçon qui est à l'orphelinat va découvrir que le monde est tout autre. Et ça me fait penser au livre des choses perdues de John Connolly également, puisque en fait cet enfant va basculer dans un autre monde. On a quelque chose aussi à la Pierre Bottero, au monde des Willan, tout ça. Alors je suis désolée, j'ai pas lu et Willan et Lana, tout ça. J'ai juste lu 2 livres de Bottero dans cette saga-là. Mais
je crois que Sophie Wolpigel s'inscrit dans toute cette trajectoire des jeunes héros orphelins qui se découvrent en fait appartenir à un autre royaume, un royaume de fantasy. Il y a une atmosphère un peu Ghibli également dans ce roman. Maintenant que je connais plus les Ghibli, je peux le voir, alors qu'à l'époque j'étais pas du tout familiarisée avec les studios. Et on a une relation entre l'homme et l'animal. Ça m'avait énormément émue. Ça parle d'amour, ça parle de trahison, on a quelque chose à la Star Wars, à la trajectoire un petit peu d'Anakin Skywalker pour certains personnages, je n'en dirai pas plus. Tellement de belles idées dans ce roman, et la relation entre l'homme et l'animal, elle rappelle un petit peu ce qu'on peut trouver aussi dans l'Assassin Royal. Donc écoutez, si j'ai réussi à vous donner envie de découvrir ce livre, et bien vraiment ce sera l'une de mes plus belles réussites, parce que ce livre-là, il est peu connu et j'aimerais tant qu'on soit plus à l'avoir dans notre imaginaire de jeune adulte. Voilà, même si aujourd'hui je ne suis plus vraiment une jeune adulte, mais en tout cas ce livre-là mérite d'être plus connu. Je vais vous parler de La mécanique du cœur de Mathias Malzieu, auteur français. Alors je sais, Mathias Malzieu, c'est le chanteur de Dionysos. Moi j'aime beaucoup Dionysos, c'est toute mon adolescence. La mécanique du cœur, c'est un de mes livres préférés dans ma vie. Aujourd'hui, il fait plus partie peut-être de mon top 10 comme à une époque, mais ça reste un de mes livres fondateurs, personnellement, avec l'album et avec le film d'animation que j'ai vu lorsque j'étais toute jeune étudiante. Donc vraiment, j'ai beaucoup de souvenirs liés à la mécanique du cœur. Et dans ce livre, on suit Jack qui a une malformation cardiaque. En fait, c'est Mathias Malzieu, donc c'est tout en métaphore, en allégorie. Et donc, on lui greffe à Édimbourg, au 19e, une horloge à la place du cœur. Et en fait, il a des commandements à suivre pour ne pas mourir, pour que son horloge ne se détraque pas. Et l'un d'eux, c'est de ne pas tomber amoureux, et malheureusement il va le croiser le regard d'une danseuse qui est Miss Acacia, et ensuite on va suivre le personnage de Jack à travers l'Europe, et c'est une très belle fable sur le sentiment amoureux. On va continuer côté francophone cocorico avec La Cité diaphane d'Anouk Faure. Je ne vais pas m'attarder dans cette vidéo sur ce que je pense de ce livre, parce qu'on avait fait tout un épisode quand on avait lancé un club de lecture, les 5 Bookscutters. Donc je vous liste les 2 épisodes en barre d'infos si vous souhaitez aller les écouter, parce que clairement ça nous avait pris 4 heures, 5 heures de parler de tout ce roman. Donc si vous voulez vraiment mon avis complet, allez l'écouter, mais sachez que ce roman, c'est de la dark fantasy. Je lis peu de dark fantasy, mais c'est un roman vraiment 100% baroque. Je sais, vous en avez marre que je dise le mot baroque, et je sais, je vous ai promis, bientôt arrivera une vidéo où on parlera vraiment de ce que j'appelle baroque et de ce qui est considéré aussi comme baroque dans la littérature. Mais ce roman, on parle à nouveau de personnages qui ne sont pas ce qu'ils semblent être. Il y a des plot twists dans ce récit, même dès le début de l'intrigue, qu'on ne voit pas venir, qui sont percutant, et en plus dans une très belle langue. Madame Anouk Faure a un talent incroyable avec ses doigts et ses mains, puisqu'il y a des illustrations, et c'est elle qui les a faites. À lire en hiver, c'est parfait, puisqu'on suit un personnage d'archiviste qui va dans la cité de Roche-Étoile, qui est une cité à l'abandon où il s'est passé des choses. Le prince, la princesse ont disparu. Et cet archiviste va nous conduire dans ce monde-là, ce monde médiéval-là. Pour moi, on est un peu dans le Mont-Saint-Michel. Enfin, je sais pas comment vous le décrire, avec des licornes, des légendes très médiévales, un état d'esprit à la Dark Souls pour les personnes qui jouent aux jeux vidéo. Alors moi, j'ai pas joué, mais en tout cas, c'est ce qui a beaucoup été dit sur La Cité diaphane, et c'est le livre de dark fantasy française à lire pour l'hiver. Les Reines d'Emmanuelle Pirotte, autrice française également, et j'avais été fascinée par ma lecture. On est dans du post-apo fantasy. Je ne sais pas si c'est vraiment un terme qui existe, mais c'est pour vous donner une idée. On n'est plus dans notre humanité qu'on a connue aujourd'hui. Le patriarcat a été renversé. Aujourd'hui, on est sous la forme d'un matriarcat, puisque ce roman s'appelle Les Reines, et donc les reines règnent. On se centre là dans ce récit sur l'Europe, et c'est aussi une dark fantasy presque quelque part. C'est très noir comme récit. Il y a les personnages des bohémiens qui sont très présents et présentes. Il y a des choses parfois dérangeantes avec le personnage d'une jeune fille sexualisée très tôt. Et ce récit me hante encore sur ces reines qui sont devenues
monstrueuse également, terrible. Il y a des arènes, il y a quelque chose à la Hunger Games dans ce roman. On est dans le nord de l'Europe, donc c'est pour ça que je pense que c'est un roman parfait à lire et à découvrir pour l'hiver. Et en plus, ça vous fait découvrir une autrice française contemporaine, et ça, on apprécie. Bon, là, on n'est plus en France. On n'est plus en Europe non plus. On est avec Monsieur Brandon Sanderson, que j'aime beaucoup, même si je n'ai pas lu énormément de Brandon Sanderson, pour être tout à fait honnête, mais ce livre, Elantris, je l'ai lu à Noël 2017, quelque chose comme ça, et ça avait été un de mes plus gros coups de cœur. S'ensuit une jeune princesse qui est promise à un époux, mais en fait, quand elle arrive dans le royaume de son époux, on dit que son époux est mort. Qu'il y a une maladie qui rôde, un peu comme la lèpre, la peste, et les pestiférés sont enfermés à quelque part, et cette maladie contamine tout le royaume, et donc cette jeune princesse, qui est maintenant dans ce royaume-là, même si elle n'a pas d'époux, enfin en fait elle est prisonnière de ce royaume-là parce qu'il y a des complots, des intrigues à la cour, et elle va décider de mener l'enquête, et ça se passe à la fois avec elle, avec un homme... je ne sais plus s'il est sorcier ou juge ou conseiller, mais en tout cas il a un truc à la Claude Frollo, vous voyez, et un autre personnage qui lui fait partie des pestiférés, et on a ce trio là, et c'était formidable. Et le système de magie inventé par Brandon Sanderson, alors c'est un auteur qu'on met beaucoup en avant pour ça, parce qu'il a un talent incroyable pour créer des systèmes de magie, et là c'est un système de magie basé sur le langage, donc forcément moi je suis tombée en amour devant ce récit, devant ce roman. J'aimerais bien avoir le temps, prendre le temps de le relire. Un livre qui doit être chez mes parents, L'épée l'hiver de Martha Randall. Ma mémoire risque d'être un petit peu lacunaire parce que ça fait très longtemps que je l'ai lu, mais je me souviens que ça m'avait marqué parce qu'on est dans un royaume de glace, un royaume d'hiver. On est aux confins entre l'Assassin Royal, Game of Thrones et Les Fiancés de l'hiver. Voilà, pour moi, dans ce récit, on est dans un crossover entre tous ces univers-là. On suit une chevaleresse qui va trouver un enfant d'à peine 5 ans et qui doit l'amener à la cour. Et à la cour, on est dans un moment où le roi se meurt, on soupçonne des empoisonnements, voilà, il y a des complots, des intrigues, et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les intrigues de cour, comme plot, comme trope dans un roman. Et je me souviens que dans ce récit, ce qui m'avait énormément touchée, mis à part aussi le paysage très hivernal, c'était la relation que va créer ce personnage de chevaleresse, qui est un personnage âgé déjà, c'est pas une jeune femme, c'est pas une jeune chevaleresse qu'on suit, et la relation qu'elle va développer avec l'enfant, c'est quelque chose qui m'avait marqué à l'époque de ma lecture. Il faudrait que je le relise aujourd'hui pour pouvoir me faire un avis peut-être plus éclairé, maintenant que je suis un petit peu plus vieille, mais je vous le recommande comme roman, comme lecture hivernale. Il faut lire ce texte-là, qui est Le Papillon d'Andrus Kivirak, publié aux éditions du Tripod. Je n'ai pas encore lu tout Andrus Kivirak. C'est un auteur estonien du XXe siècle, et c'est formidable. On n'a pas encore traduit beaucoup de choses de lui, mais merci les éditions du Tripod d'avoir déjà traduit quelques-uns de ses textes, parce que c'est formidable. On parle du diable. Il y a des histoires d'amour dans cette troupe. On suit un jeune homme, il est pas très doué, il y a le diable qui débarque et qui dit allez hop, on va faire ci, on va faire ça. C'est très drôle. Je pense que ça peut se rapprocher du Maître et Marguerite de Bulgakov, même si je l'ai pas lu, mais de ce que j'en ai entendu, en tout cas ça m'a l'air d'être dans cette veine-là. C'est formidable. Estonie, début du XXe siècle, un soir au sortir de l'usine dans laquelle il travaille, Auguste rencontre par hasard le directeur du théâtre Estonia. Il quitte son emploi d'ouvrier et intègre la troupe qui s'avère aussi loufoque qu'hypersensible. Pina, le fondateur, les comédiens Trilviar, Kurnim, Salik, mais aussi Erika, sa future femme, qui rejoint le théâtre peu de temps après lui et qui symbolisera le papillon, la légèreté de la vie dans une Europe qui s'apprête à sombrer dans le chaos, parce qu'il y a une forte dimension politique dans tous les récits d'Andrus Kivirak, malgré la drôlerie et la finesse et l'ironie et le cynisme qui sont présents dans ces récits. C'est un auteur qu'il faut lire et qu'il faut découvrir, et on lit peu, en tout cas, moi je connais, à part Andrus Kivirak, je connais pas d'auteur ou d'autrice estonienne, donc ça fait du bien de découvrir ces auteurs-là, et en plus, monde du théâtre, diable, truc de fantasy, tout ça, enfin, fantaisiste, fantastique, moi, je signe, j'achète. Un livre à lire dont je vous ai beaucoup parlé l'année dernière, La fileuse d'argent de Naomi Novik, réécriture un peu de Rumpelstiltskin. On a une jeune fille d'un prêteur sur gage, je crois. Myriam, une jeune fille juive, va reprendre l'affaire familiale parce que son père est pas très doué, et elle le reprend tellement bien qu'un jour, à l'orée de la forêt,
elle se vante, ou alors les autres personnages disent qu'elle pourrait tout transformer en argent, tellement elle est douée pour récolter les choses et remettre à flot l'affaire familiale. Et en fait, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Et donc en fait, le seigneur Starik va capturer Myriam parce qu'il souhaite qu'elle transforme tout en argent. Et il n'y a pas que l'histoire de Myriam qu'on suit dans ce roman, on suit également 2 autres personnages féminins qui sont très forts, très bien campés, très bien décrits, très différentes les 3 femmes et leur destinée, et donc ça c'est très appréciable et agréable dans un roman. Si vous n'aviez pas aimé Déraciné de Naomi Novik comme moi, jetez-vous quand même sur La Fileuse d'argent parce que ça avait été un de mes premiers coups de cœur de l'année 2025. Mon premier coup de cœur de l'année 2025 même. Autre réécriture de conte, Enchantement d'Orson Scott Card. Là, celui-là, c'est une magnifique réécriture de La Belle au bois dormant avec un crossover Baba Yaga et folklore russe quoi. C'est formidable. Ça se passe au XXe siècle. On suit un jeune homme qui s'appelle Jacob, je crois. Non, Ivan. Bah non. Ivan, ça me semble logique maintenant. On suit le petit Ivan, son père est un universitaire, mais ils vont fuir le régime bolchevique et ils vont d'abord faire un arrêt en Ukraine avant de s'exiler aux États-Unis. Et en Ukraine, en fait, dans la forêt, le petit Ivan va voir au milieu de la forêt, au milieu d'un énorme trou, un monticule de terre sur lequel se trouve un cercueil sur lequel repose une belle jeune femme endormie. Et elle est gardée par un ours. Et Ivan va pendant très longtemps se demander s'il a rêvé cette présence ou pas. Et donc une fois qu'il est adulte et qu'il part lui-même faire ses recherches, puisqu'il devient un ponte dans le folklore et les légendes de la Russie du 9e siècle médiéval, tout ça. Il retourne en Ukraine et il retourne dans cette forêt presque par hasard, et on va avoir ensuite toute une histoire autour d'Ivan, de voyage dans le temps, de voyage dans un autre monde, de folklore et légendes, contes russes. Pas un roman, j'ai l'impression, qui est très connu, en tout cas aujourd'hui, et pourtant c'est une saga incroyable. Et le personnage de Baba Yaga, c'est déjà un personnage qui me fascine énormément, mais alors dans ce récit, j'ai adoré ce qu'on fait de Baba Yaga. Et l'ultime livre de cette sélection imaginaire, c'est Le Reflet Brisé de Nina Gorlier, réécriture cette fois-ci de Blanche-Neige au royaume de Louis II de Bavière, dans les châteaux de Louis II de Bavière. En tout cas, moi, c'est ce que je me fais comme image pour le Reflet Brisé. On suit le personnage de Kirsten qui va être la méchante reine, mais à la place d'être d'une beauté à couper le souffle, elle est d'une laideur à couper le souffle parce que le personnage de Kirsten a une immonde cicatrice qui lui barre le visage. Elle doit épouser le roi Willem. Et ensuite, Nina me l'avait vendu de toute façon comme une réécriture de Phèdre et de Lady Macbeth mélangée à Blanche-Neige. Il a été finaliste du PLIB il y a quelques années également, et il faut le lire. Pourquoi ? Parce que l'écriture de Nina est une écriture exigeante, intelligente, avec pensée ciselée que j'aime énormément. Ses personnages sont hyper intéressants. Son personnage féminin de Kirsten, il est incroyable. On s'attache à lui alors que pourtant il fait des actions vraiment répréhensibles, et en fait au fur et à mesure du récit on voit jusqu'où va notre empathie pour ce personnage là, parce qu'au début on est en totale empathie avec elle qui va être mariée de force avec un roi horrible dans une cour où tout le monde la méprise, tout le monde lui dit qu'elle est affreuse, qu'elle est laide, elle est obligée de se cacher derrière son voile, tout ça, et elle va avoir des sentiments pour son beau-fils, hein, comme Phèdre, et donc son fils s'éveille. C'est la réécriture de Blanche-Neige, c'est la figure de Blanche-Neige dans ce livre là. C'est pas mon préféré de Nina, mais tout de même je pense que c'est celui qui est le plus adapté à une ambiance hivernale. Avant de continuer, je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent sur Patreon et sur Ko-fi, puisque je rappelle que c'est grâce à votre soutien financier que j'achète les livres que je lis et que je vous présente sur la chaîne à présent. J'ai fait une petite sélection auteurs et autrices contemporains, ce qui m'arrive rarement, mais je crois que c'est en hiver que je vais lire peut-être le plus d'ouvrages contemporains. Allez savoir pourquoi. Le premier livre que je vous présente, c'est La fille de l'hiver d'Eowyn Ivy. Oh, qu'est-ce qu'il était beau ce livre. C'est l'histoire d'un couple, d'un vieux couple en Alaska. Ils n'ont pas eu d'enfants. Et un soir, aux alentours de Noël, ils font un bonhomme de neige en faisant un vœu, le vœu que ce bonhomme de neige
puisse être leur petite fille. Et au lendemain, le bonhomme de neige a disparu, mais une petite fille arrive chez eux, et donc on est dans un univers à la fois fantastique, dans du réalisme magique, et c'est très très beau, sur l'histoire de cette petite fille qui est une petite fille sauvage, une enfant sauvage, et sur ce couple qui va la recueillir. C'était un très beau récit au moment où je l'avais lu et que je vous recommande pour l'hiver. Comment ne pas vous recommander Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher, qui avait été un de mes plus gros coups de cœur. Je vous avais fait une vidéo sur ma précédente chaîne sur mes sorcières de la littérature, quelque chose comme ça, donc je vous la référence si jamais ça pourrait vous intéresser, voilà, d'entendre mon avis peut-être plus frais également que ce qu'il est aujourd'hui. On suit dans cette histoire le personnage de Corag qui est enfermé et qui est jugé pour sorcellerie. En fait, elle raconte son histoire à un juge qui vient et qui va l'écouter, et on va découvrir que Corag, elle n'est pas plus sorcière que vous et moi, elle est juste plus libre que beaucoup de femmes à son époque dans cette Écosse-là. On va découvrir sa liberté, son rapport avec la nature, avec les autres, sa mère qui était un personnage très extravagant et ambivalent, trop pour cette époque-là. Et c'est un récit qui me hante encore aujourd'hui, et c'est pareil, ça fait partie des livres que j'aimerais énormément relire, et il faut lire Un bûcher sous la neige. Aujourd'hui, ce n'est plus cette couverture-là qui est en circulation. Un petit détour du côté du Québec avec cette autrice Marie-Renée Lavoie et ce livre La petite et le vieux. J'ai découvert ce livre parfaitement au hasard, puisque comme vous le voyez, c'était un livre offert avec l'achat de 2 autres folios, donc sans ça, je n'aurais jamais découvert ce livre. Ça se passe au Québec, donc forcément c'est bon pour l'hiver, même si le Québec ce n'est pas que l'hiver, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais tout de même pour nous autres Français, pour nous c'est l'hiver. Et on suit une petite fille qui regarde Lady Oscar, l'animé, qui le lit et tout, et qui est fan du personnage de Lady Oscar, et qui voudrait, elle, être un garçon dont on a aussi tout un rapport au genre, et elle va nouer une amitié avec un petit vieux. C'est dans un monde contemporain, il n'y a pas de magie, il n'y a rien, et pourtant les personnages m'avaient énormément marqué. Ah ouais, ma seule consolation me venait de la confirmation que j'avais eu raison depuis le début. Être une fille ne pouvait être qu'une source de problèmes. Ouais, parce qu'on assiste aussi au passage de l'enfance à l'adolescence quand on est une petite fille, à la transformation du corps, et c'est quelque chose où moi je suis très sensible à ça dans les récits, au fait c'est presque du body horror hein, ce qui nous arrive. Voilà, ça y est, je savais que j'allais digresser à un moment donné, pourtant cette vidéo est trop longue, excusez-moi. Bref, en tout cas je trouve que quand on est une petite fille, quand on a un corps de petite fille enfant et qu'on passe à un corps d'adolescente, de préadolescente, enfin un corps pubère, en tout cas c'est du body horror ce qui nous arrive à nous, donc ce roman était très intéressant à lire dans cette optique-là, il m'avait énormément touchée, et en plus je suis fan du personnage de Lady Oscar, donc c'était parfait. À lire, puisque ça va bientôt être carnaval, tout ça, Mardi Gras, Chocolat de Johann Harris, je ne sais pas comment on le prononce, Johanne Harris, c'est le film, non justement, c'est le livre qui est à la base de l'adaptation du film Chocolat avec Juliette Binoche et Johnny Depp, qui est un film que j'aime énormément, et de découvrir que ce film était à la base un livre, eh bien ça m'a fait fort plaisir. C'est déjà un film qui donne envie de manger du chocolat, beaucoup de chocolat, puisqu'on a le personnage de Viviane qui a un peu fait le tour du monde, qui vient des Amériques, qui aurait des origines aztèques, et qui va créer des chocolats dans une cité, dans une ville où le prêtre, à nouveau un peu une figure de Claude Frollo, il est hyper sévère, et on est en plein carême, donc rien n'est permis, rien n'est autorisé pour les fidèles. Et le personnage de Viviane qui est complètement libre, qui a eu une enfant hors mariage, qui se fait appeler Mademoiselle, ça ne va pas. Une ode gourmande à la tolérance et au plaisir. Donc c'est parfait. On est en plein 20e siècle, dans une France meurtrie, et on a quelque chose un petit peu, presque aussi du réalisme magique et de la figure de la sorcière dans ce roman, et c'est parfait pour l'hiver et la période de carnaval et des beignets. Et là je vous propose 3 livres un peu de nature writing, ou en tout cas vraiment qui nous plongent dans des mondes très très froids, avec ce livre-là, Entre ciel et terre, de Jon Kalman Stefensson, qui est un auteur suédois, je me souviens plus de quoi parle ce livre. En toute honnêteté, je l'ai lu il y a plus de 10 ans. Et je sais juste que
c'était la manière dont c'était compté, c'était il fait ci, elle fait ça, celle qui habite dans la vallée, celle qui fait ci, celui qui est pêcheur et tout. Il y avait une histoire d'amour, c'était unique, c'est très... Voilà, ça n'a aucun sens ce que je suis en train de vous dire, je ne sais pas si j'arrive à vous le vendre, mais j'avais adoré ce livre, on est presque dans de la poésie pour moi, avec Jon Kalman Stephenson. Je sais que c'est une trilogie, mais j'avais pas réussi à lire La Tristesse des Anges, son deuxième, j'avais pas réussi à me remettre dans cette écriture, mais vraiment celui-là, Entre ciel et terre. Je l'avais lu, j'avais aussi la grippe, je crois, à ce moment-là, j'étais très malade, donc peut-être ça m'a aidé à décrocher mon cerveau, à le poser à côté, à être juste dans le récit et dans la langue. Et deux autres livres vraiment de nature writing que j'aime énormément, Winter de Rick Bath, où l'auteur, Rick Bath, va partir avec sa femme dans une cabane et retourner à une vie beaucoup plus dépouillés que ce qu'on a aujourd'hui. Ils vont s'installer dans un coin reculé du Montana en plein hiver, pas d'électricité, pas de téléphone. Là c'est le livre, mais je préfère le film au livre. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas terminé le livre parce que je préfère le film Into the Wild de Sean Penn, mais c'est l'histoire de Christopher McCandless. Ici on a Jon Krakauer qui a mené l'enquête autour du personnage de Christopher, qui est un jeune étudiant qui, une fois sa remise de diplôme faite, va tout envoyer valser et partir en Alaska. C'est un livre sur notre rapport à la société, sur un personnage qui dit ça y est, moi je m'en vais en fait, moi je fais pas partie de votre jeu, je m'en vais, je me retire et je retourne à autre chose et je vais essayer de trouver un sens et de trouver l'essentiel. Ce film m'a marqué. Vraiment, ça fait partie de mon panthéon, de mes films favoris. Il y a Into the Wild de Sean Penn, et la musique de ce film, c'est la plus belle musique qui puisse se faire, et Society, c'est une de mes chansons préférées. Et à présent, nous allons passer aux deux dernières catégories qui vont ensemble, puisque je pense que c'est ce qui va me faire perdre tout le monde. Je pense qu'à présent tout le monde va s'en aller, puisqu'on va parler théâtre et poésie. Si vous souhaitez quitter la vidéo, ne partez pas tout de suite s'il vous plaît, mettez-moi un commentaire. Si vous n'allez regarder pas jusqu'au bout, ça va me faire planter au niveau des vues YouTube déjà, donc au moins laissez-moi des petits emojis en rapport avec l'hiver, la montagne, les rennes, tout ce que vous voulez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour les courageux et courageuses et les véritables passionnés, merci de rester jusqu'au bout, parce que je vous ai fait une sélection théâtre et poésie, je n'en suis pas peu fière. Pour moi, qui dit hiver dit Hamlet. C'est la pièce de Shakespeare que je recommande. Alors je n'ai pas lu le Conte d'hiver de Shakespeare, pas encore, ça fait partie des pièces qu'il me reste à découvrir. Danemark, pays froid. Pays froid, hiver, vous voyez, c'est tout à fait logique ma sélection. Je pense que vous connaissez l'histoire d'Hamlet. Ce prince dont le père est mort, il va voir Hamlet, le fantôme de son père qui s'appelle aussi Hamlet, c'est compliqué, sur les remparts du château d'Elseneur, et son père va lui dire en fait c'est ton oncle qui m'a tué et qui là dort dans mon lit auprès de ta mère, voilà, il est devenu roi, il a pris ma couronne et ma femme. Et le fantôme va demander à Hamlet de le venger, et cette pièce... Voilà, je suis fan d'Hamlet, et là je vous présente les deux autres en même temps et vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'elle fait. En fait, Hamlet de Shakespeare, c'est assez connu, vous avez tous et toutes très certainement entendu le être ou n'être pas, ou être ou ne pas être suivant la traduction que vous avez entendue, mais il y a aussi eu des réécritures d'Hamlet, et donc là je pense que je peux quand même en intéresser certains et certaines d'entre vous, puisque je vous parle du Hamlet Machine d'Heiner Müller et du Le jour des meurtres dans l'histoire d'Hamlet de Bernard-Marie Coltès, grand dramaturge allemand, grand dramaturge français, tous les deux du XXe siècle, à lire, à découvrir pour voir Hamlet sous un autre regard. Je vous en dis pas plus parce que comme ce sont des pièces de théâtre, voilà, ça reste assez court, plus court qu'un roman, et il faut se plonger dedans. Écriture du XXe siècle, retravail sur la matière d'Hamlet. Vous ne serez pas perdu pour découvrir la plume de ces deux dramaturges en ayant pour matériau de base l'histoire d'Hamlet que vous connaissez de ce prince danois. Après cette pièce Kean de Dumas, je vous en avais parlé je crois dans mon parcours de lectrice de cette pièce. Pourquoi je vous la présente juste après Shakespeare? Parce que Kean d'Alexandre Dumas, et ensuite là dans cette édition j'ai également l'adaptation de Sartre de Kean. On suit un personnage d'acteur, Kean, qui interprète tous les grands rôles de Shakespeare.
et il y a une jeune fille qui a une santé très fragile qui va le voir sur scène, et on a tout un rapport au théâtre, à l'incarnation de personnages, à la langue de Shakespeare, aux pièces de Shakespeare, à l'effet cathartique, au monde du 19e et tout. En attendant Godot, de Beckett. L'absurde, c'est peut-être pas votre truc. Moi non plus, l'absurde, c'était pas mon truc. Ionesco, c'est toujours pas mon truc. Mais vraiment, Beckett, en attendant Godot, je pense que c'est la pièce à lire en hiver. Parce que ces deux personnages-là, qui attendent Godot, dans cette nuit noire là, enfin moi je les imagine tellement juste avoir froid et attendre et attendre et attendre et tout, et je trouve que c'est la pièce à lire en hiver ou à aller voir. Le plot c'est vraiment juste deux personnages qui attendent Godot qui ne vient pas, hein, voilà. Ne vous attendez pas à des choses hyper rebondissantes, ce qui est intéressant c'est l'absurdité de la situation qui est un parallèle avec l'absurdité de la vie, de l'existence, et voilà, moi je suis assez cynique sur la vie, sur l'existence, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié En attendant Godot. Un dramaturge inconnu au bataillon pour vous, ça j'en suis certaine, c'est Hanouk Levin avec sa pièce Funérailles d'hiver. Ici elle fait partie d'un groupuscule de textes théâtre choisi, comédie grinçante. Hanouk Levin c'est un dramaturge israélien, polonais je crois, je ne sais plus, du XXe siècle en tout cas, et c'est un auteur satirique, ironique, grinçant. Alors là, à nouveau, on est dans les univers que je vous ai décrits, Nicolas Gogol, aussi Psenkowski, Androuski Virac, tout ça, mais là on est un cran au-dessus quoi. Et dans Funérailles d'hiver, ça commence avec une grand-mère, avec une dame qui meurt, et elle demande à son fils qui est un peu bené donc d'aller prévenir sa famille parce que comme elle va mourir, et le mariage de sa petite nièce Velvetsia ne va pas pouvoir avoir lieu. Le problème c'est que la famille a tout misé sur ce mariage, a mis énormément d'argent et ils ne veulent pas annuler le mariage à cause de la mort de la grand-tante, et donc ils vont tout faire pour éviter de croiser et de rencontrer le fils, parce qu'ils devinent très vite ce qu'il advient, parce qu'ils connaissent l'histoire, ils savent que la tante elle est malade. Écoutez, ça part en n'importe quoi, en voyage un peu cosmique et tout, enfin vraiment c'est hyper grinçant. Il y a des situations absurdes, mais d'une absurdité folle, qui sont truculentes, et personne connaît Hanouk Levin, hein. Même dans le théâtre, il faut déjà être loin dans l'univers du conservatoire et dans un monde un petit peu élitiste dans le théâtre pour connaître ce dramaturge là, mais c'est un dramaturge à découvrir et qui fait vraiment des choses hyper grinçantes, et c'est d'une drôlerie mais incroyable, c'est tellement drôle de lire ça. Après je vous parle d'Ibsen, un auteur que j'aime beaucoup, un auteur norvégien, avec deux de ses pièces, je pense de ses pièces les plus connues. La première c'est Une maison de poupée, où on suit le personnage de Nora, une épouse, une mère de famille qui il y a quelques années quand son mari était malade a fait un emprunt. Elle a réussi voilà à tout remettre à flot, sa famille et tout, mais malheureusement personne n'est au courant qu'elle a fait ça, et on vient la menacer, lui faire du chantage, tout ça, et c'est une pièce sur la place de la femme à cette époque. C'est une pièce très féministe, Une maison de poupée, qui est très forte sur le personnage de Nora, et je vous présente donc sa suite entre guillemets imaginée par Elfriede Jelinek, qui est une autrice engagée, qui a écrit cette pièce-là, ce qui arriva après le départ de Nora, après Nora, où elle imagine la vie du personnage de Nora après la fin d'une maison de poupée. Si vous pouvez voir une captation de cette pièce, allez-y, c'est vraiment c'est hyper intéressant, et c'est une pièce qui fait date dans l'histoire du théâtre. Et une autre pièce qui fait date dans l'histoire du théâtre, alors là je vous la présente dans 3 traductions différentes parce que je sais pas laquelle est la mieux, c'est Peer Gynt. Peer Gynt, c'est une pièce de fantaisie sur les planches. Voilà, pour faire un clin d'œil, une passerelle avec ma dernière vidéo. On suit le personnage de Peer Gynt, qui n'est pas un personnage charmant, qui est un personnage un peu tête à claque de jeune adolescent qui pense être le roi du monde, un séducteur, un machin. Il est pas agréable du tout, Peer. Et il va être obligé de s'enfuir sous la montagne, et là il va découvrir les trolls, et ensuite il va voyager dans d'autres endroits du monde au fur et à mesure, il va découvrir plein de choses. C'est une pièce de théâtre très picaresque, et autant je suis sûre que vous ne connaissez pas Peer Gynt, la pièce, autant je suis sûre que vous connaissez les musiques de Peer Gynt. Je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais par exemple cette musique d'Edvard Grieg, c'est une musique
qui a été écrite pour Peer Gynt, comme on peut voir aujourd'hui dans les films, quoi, avec une musique en fond à certains moments. Et lisez Peer Gynt. Là, j'ai 3 traductions. Les 3 traductions sont très différentes les unes des autres, ce qui est assez étrange quand on les lit, parce que un certain type d'animal est caractérisé par 3 animaux différents suivant les traductions, mais c'est hyper intéressant à lire et à découvrir, et il faut que les gens découvrent Peer Gynt parce que pareil, il y a des chouettes choses dedans, mais on en parlera peut-être dans mon podcast sur la fantasy sur les planches. L'avant-dernière pièce que je vous présente, c'est Manfred de Lord Byron. Ça se passe dans les Alpes, il y a le diable, il y a des apparitions, on est un peu à la Twin Peaks, je trouve. Alors je vous dis ça parce que on a tout récemment commencé Twin Peaks à la maison pour la première fois de nos vies, et en fait moi je trouve que dans Manfred il y a un peu de ça, avec ces apparitions diaboliques, mystérieuses, on sait pas où on est, on a un personnage byronien donc qui est le personnage décadent presque par excellence. Manfred, c'est très très court, faut pas trop vous en dire quoi, mais c'est quelque chose à avoir lu dans sa vie, et moi c'était une pièce fantastique qu'il me tardait de découvrir. Dernière pièce que je vous présente, toujours dans quelque chose de satirique, humoristique, ironique, Le Mandat de Nikolai Erdmann. C'est une pièce russe, et on est dans le XXe siècle russe, dans une famille aristocratique bourgeoise qui malheureusement va voir le bolchevisme arriver. En fait, dans leur appartement, leur grande maison va être coupée en plusieurs appartements, ils vont devoir partager la vie d'autres personnages, et on a un sous-complot, une intrigue politique, on a un personnage qui s'appelle Anastasia, qui est un personnage de bonne, qui a complètement oublié son passé, donc on fait des supputations, des choses, c'est vraiment extrêmement drôle. C'est la première pièce que j'ai jouée au conservatoire, ma toute première année au conservatoire, c'était celle-ci, notre pièce de fin d'année, donc c'est un souvenir qui est très cher à mon cœur, et j'ai jamais entendu parler du Mandat de Nikolai Erdmann ailleurs, donc découvrez-le pour cet hiver. Maintenant, pour les plus romantiques d'entre nous, les âmes les plus romantiques et ayant le plus accès au mal des passions, au vague à l'âme, voilà, je vous propose de la poésie, bien sûr, ce serait mal me connaître. Le premier grand poème épopée en vers que je vous propose, c'est Eugène Onegin de Pouchkine, dans la traduction de Markovitz, ici publié aux éditions Babel. C'est un très long roman, vers, très très long poème sur Eugène Onegin et son histoire d'amour avec Tatiana dans cette Russie des tsars à nouveau. Cette vidéo est très longue, donc je vous mets dans le petit i une vidéo où je vous parlais davantage de ce récit-là. C'est un classique à avoir lu dans sa vie, c'est le classique russe, je crois, avoir lu dans sa vie, puisque lorsqu'on parle de la langue russe, on parle de la langue de Pouchkine, donc c'est pour ça qu'il faut découvrir Eugène Onegin. Après, je vous parle de ce recueil de poèmes en prose, on ne sait pas si on est dans du roman, c'est quelque chose de très étrange, qui est Gaspard de la Nuit d'Aloysius Bertrand. C'est un roman du 19e qui n'a pas rencontré un franc succès à sa sortie parce qu'on savait pas trop où on était, où ce qui se passait, c'était quoi ces personnages, c'était quoi ce type d'écriture, et c'est notamment grâce à Baudelaire à la fin du 19e qu'on va commencer finalement à se repencher sur Gaspard de la Nuit. Un recueil à découvrir qui s'inscrit parfaitement dans l'hiver. On a presque quelque chose du retour au Moyen-Âge, parfois au barde. Je sais pas comment vous le dire, c'est un texte qui a eu un grand effet sur moi, chez moi. Il y a plein de choses, et la manière dont c'est écrit, ça change des poèmes que l'on connaît du 19e et aux autres, et c'est très beau. On a quelque chose de très gothique, de très onirique. On parle du sabbat, on parle d'alchimie. Grande poétesse russe, Anna Akhmatova, avec son Requiem, poème sans héros et autres poèmes, qui était au programme à nouveau il y a quelques années de mon club de lecture Barocco Lecture. Vous voyez tous les poèmes que j'avais listés, post-ités. J'avais adoré découvrir cette poétesse du XXe siècle, pareil, qui a fui la Russie bolchevique, qui fuit un régime totalitaire, qui parle de ses amis qui sont morts, qui se sont donné la mort également, qui parle de l'exil, qui parle d'amour, qui parle de vie et de temps qui passe. Autre très très grande autrice à lire en hiver, parce que c'est vraiment très très triste, et voilà, je me dis en hiver des fois on a très envie d'être très romantique et très très triste, et vraiment voilà, on a envie de se laisser plonger, absorber par le désespoir, et en plus c'est bientôt la Saint-Valentin, donc autant parler d'amour malheureux, hein. Écoutez, je vous vois, je vous connais les plus romantiques d'entre nous ou d'entre vous.
Pour Axel de Marie Mercier-Nizet. Vous pouvez retrouver ce livre aujourd'hui sous une nouvelle édition. Je vous mets l'image ici, donc n'hésitez pas à découvrir ce recueil qui est écrit par Marie Nizet. Il a une histoire toute particulière ce recueil parce que Marie Nizet l'écrit durant son aventure adultérine avec Axel de Missy, qui est un marin, un capitaine de bateau. Elle écrit des poèmes tout au long de leur histoire et le problème c'est que Axel meurt lors d'un naufrage et Marie va continuer à écrire des poèmes après la mort de l'homme qu'elle aimait et elle va demander en fait à ce que ce qu'elle a écrit comme poème autour de leur histoire ne soit publié qu'à titre posthume, donc c'est seulement à la mort de Marie Mercier-Nizet qu'on va découvrir ces poèmes qu'ils sont. On a toute la trajectoire d'une vie amoureuse, du début, du moment de la rencontre, des premiers émois, à la passion amoureuse et ensuite au désespoir de vivre sans l'être aimé. C'est très certainement le plus beau recueil de poèmes que j'ai lu de toute ma vie, au-dessus de tous les autres. Je sais, je l'ai déjà dit, hein, mais je le redis. Et découvrez Marie Nizet avec Pour Axel. Voilà, je sais que vous adorez et que vous n'y serez pas insensible. Au niveau des poèmes, je vais terminer avec deux autrices contemporaines, deux poétesses contemporaines. Le premier, c'est Écrin de brume de Claire-Marie Bordeaux. Écrin de brume, parfait pour l'hiver. La couverture, on est dans des thématiques hivernales, on est dans une langue très travaillée qui parle, à nouveau on est dans quelque chose à la fois dans du décadentisme et dans une écriture un peu baroque et tout. On sent les influences de Baudelaire, de Rimbaud, il y a un peu de Verlaine, il y a un peu de René Vivien aussi qui traîne et c'est un très beau recueil de poèmes contemporains. Aujourd'hui on a beaucoup de recueils de poèmes à la Rupicor ou style Pauline Bilisari, vous voyez, j'ai rien du tout contre ces recueils-là, mais on n'a pas forcément un travail sur la langue poussé ou fait de cette manière-là, à la manière dont le fait Claire-Marie Bordeaux. Donc en hiver, vraiment délectez-vous d'Écrin de brume et vous pouvez aussi vous délecter de ce petit ovni-là qui est Je ne veux pas qu'un seul de mes traits fous dépasse de moi de Mrs. Steam Cloudy. Là on est sur une artiste complète parce que la dame est plasticienne, c'est elle qui a fait la couverture de son livre, elle fait des tableaux, elle a également fait des illustrations dans son recueil. Voilà, sublime, toujours des visages de femmes. Et elle a écrit ces poèmes là et c'est vraiment voilà, on est dans du gothique, dans du imo-core, il y a un titre là, c'est Tempête par exemple, grisaille, nostalgie, sauf qui peut se consumer, s'abandonner, désolation, enfin voilà, là, ça vous donne un peu le menu de ce recueil de poèmes. Et il faut découvrir cette autrice, voilà, elle a un compte Instagram, donc moi je ne suis plus sur Instagram, mais elle y est encore, je crois, elle y était encore quand je suis partie et vous pouvez aller découvrir son œuvre, que ce soit ses tableaux ou ses textes. Le journal d'affliction de Marie Shelley, Que les étoiles contemplent mes larmes. Y a rien de mieux à lire en hiver quoi, que la désespérance de Marie Shelley une fois qu'elle a perdu son enfant et l'amour de sa vie. Voilà, et je crois même que Frankenstein, c'est un roman que je vous recommande pour l'hiver plutôt que pour l'automne. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous trouvez que Frankenstein c'est plus un roman pour l'automne ou pour l'hiver. Moi je crois que je penche quand même pour l'hiver malgré tout. Mais en tout cas Marie Shelley c'est la poétesse, l'autrice de la désolation et son journal d'affliction. Il n'y a rien de plus triste dans la littérature. Ça va un petit peu avec ce que je vous présentais de Marie Nizet, mais c'est un très beau journal. Et c'est terrible et voilà, on a toute une mise en contexte également dans les notes de bas de page. Enfin, c'est un très bel objet littéraire, livre, vie d'autrice. Et voilà, je vais arrêter parce que je pense que cette vidéo est très longue. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous êtes bien courageuses et courageux. Merci pour votre soutien. Si vous avez d'autres recommandations à faire que celle-ci, les commentaires sont ouverts. À très vite.